Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission Carte sur table, 21h, 23h. Ce soir, un thème, un seul, évidemment, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Honneur aux dames ce soir sur ce plateau. Bonne fête, peut-être un jour plus tard, mais nous sommes toujours dans le mois de la femme. Avec les dames de ce soir, donc, nous allons mener la réflexion autour des questions socio-politiques et économiques éventuellement, pour savoir quel est l'impact, le rôle, l'apport de la femme dans le contexte que nous vivons. Qu'elles peuvent-elles faire de plus, qui sait peut-être pour nous permettre de sortir des différentes crises, apporter du leur pour un Cameroun meilleur. C'est tout le mal qu'on se souhaite et avec leur expertise, parce qu'en plus, ce sont des dames qui exercent dans plusieurs domaines au-delà de leur casquette de politique. On espère pouvoir en bénéficier ce soir. Roland Go, ici, bonsoir. Merci, bonsoir Monsieur Dupita. Bonsoir à toutes les dames avec qui je partage ce panel. Et bonne fête déjà, avec un retard. Mais comme vous l'avez si bien dit, nous sommes pendant le mois de la femme. Je voudrais aussi par ailleurs dire bonne fête à toutes les femmes qui, peut-être à cause du contexte, se sont assagies et ont mené des activités un peu plus lucratives. Nous souhaitons que cela se perpétue et que nous ayons des femmes à la hauteur de ce dont elles sont capables. Je le dis tout de suite, vous êtes élu de la nation, député PCRN. Merci infiniment d'honorer ce plateau. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on fait ce plateau. Vous êtes habitué de cette antenne, mais pas forcément. Tout à fait, c'est la première fois. Très heureux de vous avoir. Je vous dis merci encore. Juste à votre droite, Chantal Kambioua, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Tous les jours est un 8 mars, donc nous avons tellement de problèmes en tant que femmes que nous devons y penser tous les jours pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je signale que sur le plan politique, vous êtes la coordonnatrice nationale des femmes du SIF, mais vous avez également une expertise en termes de consultation. Vous êtes consultante genre, spécialisée dans l'analyse de la prise en compte des femmes. Vous savez quand même également, vous êtes membre du groupe consultatif de la société civile camerounaise auprès d'ONU Femmes. Par ailleurs, vous êtes également vice-présidente de la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme, section Afrique. Bonne année également et merci d'être à nouveau sur ce plateau ce soir. Juste à ma gauche, Marlise Rose Tongo Doualabel, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là, ancienne élue de la nation. Vous avez été députée, vous êtes socio-psychologue, évidemment vous êtes du RDPC, communicante dans ce parti. C'est exactement cela et je vous remercie de m'avoir convié. Bonsoir aux téléspectateurs de STV et je voudrais dire merci à toutes les femmes qui nous ont précédés dans ce combat, on va l'appeler comme ça, combat pour d'abord l'émancipation de la femme, l'intégration de la femme au développement et maintenant le combat pour le leadership et l'accession à des fonctions de décision. C'est un combat difficile que nous ne saurons gagner sans vous, messieurs. Vous êtes les he for she. Donc nous comptons vraiment sur vous. Pour le bonne fête, je ne crois pas qu'il faille dire bonne fête, ce n'est pas la fête des mères. Il faut dire bon courage. C'est le combat. C'est le combat. D'accord. Cela dit, Jeanne Soga sera là d'un moment à l'autre dans ce studio. Nous avons évidemment eu, avant d'entrer, elle est bel et bien invitée. Jeanne Soga, vous le savez, le secrétaire général du Front du Salut National pour le Cameroun, le parti de Issa Tirma Bakari. Elle était en déplacement et rentre à Douala d'un moment à l'autre. Et elle sera dans ce studio, on aura également son expertise. L'unique thème ce soir, c'est donc Cameroun, le rôle de la femme dans le contexte socio-politique et économique actuel. Juste derrière la transition, on rentre dans le débat. Alors, mesdames, question d'entrée. Je voudrais savoir quelle est l'idée, quel est le regard aujourd'hui au Cameroun que vous jetez sur
notre environnement socio-politique économique. Quelle appréciation vous en faites? Sommes-nous dans la déprime? Sommes-nous dans l'espoir? Peut-être je commence par vous, Chantal. Ben, écoutez, Monsieur Dipita Tongo, l'espoir. Okay. Sans espoir, on ne peut même plus bouger. Parce que c'est pas seulement au Cameroun, c'est un combat de longue haleine qui se passe à travers le monde entier. Et nous devons voir que ceux qui ont réussi, je veux dire les pays, ou bien les dames qui sont arrivées de façon durable, c'est parce qu'elles ne se sont pas découragées. Alors, je dirais l'espoir. D'accord. L'espoir pour les Camerounaises déjà parce que nous avons la chance d'avoir un environnement juridique favorable à la femme. Donc c'est déjà quelque chose, il faut le dire et il faut l'apprécier. Le plus compliqué, c'est de transformer toute cette loi, toute cette panoplie de lois en réalité. Et tout à l'heure, nous pourrons voir pourquoi on n'avance pas vite, ou bien pourquoi le chemin est encore long. Et nous ne sommes pas déjà les derniers, donc c'est l'espoir. D'accord. Marlise Rose, Oui. quel est le regard que vous jetez à cette société d'aujourd'hui dans son environnement socio-politique et économique, avec les tensions qu'on vit, tensions sécuritaires également? Vous, qu'est-ce que vous y voyez d'entrée comme ça? J'ai eu un entretien avec une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Il s'agit de l'honorable Isabelle Ebanda, qui a été députée de 1973 à 1988, je crois, et qui a été secrétaire à l'Assemblée nationale pendant 3 mandats. Je ne sais pas si le compte est bon. Et au cours de cet entretien, parce qu'elle fait partie de ces mamans qui ont initié ces revendications, parce qu'il faut dire que ce sont des revendications, et des revendications légitimes. Ce n'est pas une guerre. Quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit combien elle était fière de nous. Elle était tellement fière de nous qu'elle a l'impression qu'elle a gagné quelque chose, qu'elles ont gagné quelque chose. Parce que quand elle nous voit nous déployer, toutes chapelles politiques confondues, les associations de la société civile, les membres du gouvernement, quand elle voit tout ce mouvement, quand elle voit toute cette synergie, elle comprend qu'elles n'ont pas travaillé pour rien. Et en même temps, elle dit, seulement, elle a l'impression que l'essentiel est déjà là et que finalement, c'est nous qui devons mettre le pied sur l'accélérateur. Et c'est comme si nous hésitions à mettre le pied sur l'accélérateur. Et pourquoi? C'est la question qu'on se pose et peut-être qu'on va en débattre ici. Nous avons pas mal d'armes. Il y a également la situation factuelle. Non, factuelle, qui est qu'il y a beaucoup de freins qui existent encore et dont l'essentiel proviennent des traditions. Puisque, comme l'a dit tout à l'heure Madame Kambiwa, l'environnement législatif, le législateur a déjà fait pas mal de boulot. Parce que même si on n'a pas le code de la femme et de la famille, dans le code civil et dans le nouveau code pénal, il y a beaucoup de réponses aux questions ou aux préoccupations que les femmes avaient. Il reste des choses à faire, mais vraiment, on n'a pas à rougir de notre situation. Alors, quoi le Cameroun pour la femme d'aujourd'hui? Pour nous, l'espoir. L'espoir parce que tout est en place pour que l'émergence soit effective à date. Et ce que les hommes doivent comprendre, c'est que la vitesse que va prendre ce parcours est fonction de vous embarquer les femmes ou pas. Si vous les laissez sur le bord du chemin, ça m'étonnerait que vous y arriviez, que le Cameroun y arrive. Mais si vous nous embarquez,
Avez-vous le sentiment que vous êtes embarqué en ce moment? Nous avons déjà acheté le billet de train. Nous sommes sur le quai. Ok. Donc, il ne nous reste plus Le train est déjà entré en gare? Le train est déjà entré en gare. C'est le premier ou le second tunnel? Le second tunnel. Honorable Goïssi, vous, le regard que vous jetez sur cet environnement? Peut-être c'est aussi pour moi l'occasion ici de m'incliner devant celles qui ont, nos mamans qui ont commencé ce combat, parce que c'est un combat que nous autres qui entrons nouvellement en politique, nous avons pris en cours de chemin. C'est l'occasion pour moi de m'incliner. Le travail il est fastidieux et il faut reconnaître vraiment qu'elles ont beaucoup œuvré pour que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Peut-être il nous revient, nous, de cette génération, de travailler ou alors de travailler doublement ou triplement pour que les choses puissent avancer et qu'on puisse être au même niveau que les autres pays. Parce que quand j'essaye de regarder un peu dans certains pays africains, je ne voudrais pas convoquer ici des pays assez développés, européens et tout. Dans certains pays africains, la femme quand même a une place un peu plus, je vais dire, un peu plus, elle a une marge de manœuvre un peu plus considérable qu'au Cameroun. On n'a qu'à regarder au Sénégal. Les femmes sont quand même, occupent quand même des sphères, eh bien, elles accèdent aux fonctions politiques de manière un peu plus accrue que chez nous. Nous, on y va timidement. Je vais aussi parler d'espoir parce que, bien évidemment, il faudrait être de mauvaise foi si on ne parle pas d'espoir. Mais cet espoir doit être quand même dosé d'un zeste de réalité. Parce que on a fait, mais ceux qui m'ont précédé tout à l'heure, les deux ont fait allusion du cadre normatif qui est favorable à la femme. Je dirais qu'il est favorable à la femme, mais qui n'est pas favorable comme il devrait être favorable, parce que depuis, on a quand même un cours de la femme et de la famille qui a été annoncé ou alors qui a été rédigé, mais qui ne sort pas des tiroirs. On se pose la question pourquoi. On a, peut-être on est aussi à la traîne, ou bien on essaye de se conforter dans le fait que le Cameroun a ratifié certains tests. Et des tests ratifiés, ce sont des tests qui sont appliqués à tous les pays qui sont membres d'un certain nombre d'organisations internationales. Donc on ne peut pas se limiter à dire que le cadre normatif qui nous est importé nous est favorable automatiquement. Il faille qu'on travaille peut-être avec... tout au long de l'émission, on va voir les boucliers, les obstacles et peut-être aussi apporter les solutions à cela. Mais je vais aussi m'aligner derrière mes deux co-panélistes en disant que nous restons dans une lueur d'espoir et nous pensons que les années à venir, les hommes pourront peut-être aussi avoir une oreille un peu plus attentive, encore que paradoxalement, la femme représente 55% de la population au Cameroun. Il faille peut-être qu'à ce niveau-là, que les femmes aussi prennent cela en considération et beaucoup plus les atouts qu'elles ont, parce que les atouts naturels que les femmes ont peuvent aussi être utilisés pour que ce train dont vous avez fait allusion, nous ne soyons plus au niveau du train, que nous soyons peut-être au niveau de l'avion ou bien du TGV pour aller un peu plus vite, parce que nous sommes quand même à l'ère de la mondialisation. Il ne faudrait pas qu'on reste dans le même cliché des années où on prenait le train, où on courait derrière le train, alors que d'autres y vont à la vitesse du TGV. Voilà donc, d'entrée, si je souhaiterais qu'on schématise un peu, hein, on va peut-être commencer à évoquer les questions politiques, ensuite économiques, sociales et ainsi de suite. On connaît le contexte actuel, le lendemain de la présidentielle 2018, tension qui semble être peut-être plus apaisée en ce moment, mais toujours sous fond de contestation. Il y a eu des élections de proximité, législatives et municipales. De ce point de vue, on n'a pas beaucoup vu la présence des dames en termes au sortir des urnes, en termes d'élus, même si l'honorable est entré au Parlement, où vous êtes pourtant sorti.
sur le plateau, c'est comme un équilibre. Alors, vous, quel aperçu vous faites-vous donc de cette situation politique aujourd'hui? Vous dites, les femmes n'ont peut-être pas été suffisamment entendues, n'ont peut-être pas suffisamment joué leur rôle, n'ont peut-être pas suffisamment été impliquées. D'où la conséquence de ce qu'on vit, ou alors, comment vous justifiez éventuellement le décryptif que vous ferez de cette situation? Non, il faut déjà le reconnaître. Sans cadre institutionnel donné ou juridique, on ne peut rien. C'est sûr que l'honorable a bénéficié de cette loi, de l'amélioration du code, qui n'acceptait plus de liste, qui n'accepte plus de liste sans femmes. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas, honorable. Donc, il faut dire que la loi, quand ce cadre n'y est pas, on ne peut pas avancer. Et d'ailleurs, nous nous battons toujours pour que cette loi soit améliorée, puisque nous avons vu ses limites. Mais il fallait déjà qu'elle soit là pour que nous passons au-delà de la barre de 33% de représentation à l'Assemblée nationale. Il faut le connaître. Lorsqu'on est dans le combat depuis un certain temps, on peut mieux apprécier le chemin parcouru. Et on peut se projeter. Tout à l'heure, elle prenait l'exemple du Sénégal. Il y a une différence entre le Sénégal et le Cameroun. Nous avons des blocages au niveau du Cameroun, d'abord linguistiques. L'anglais et le français ne sont pas nos langues. Vous vous imaginez toutes ces mamans-là qui construisent des églises, qui construisent des foyers, qui, parce qu'elles ne peuvent pas lire, ni écrire, ni parler l'anglais et le français, sont d'office éliminés des listes. C'est notre loi qui fait ça. Alors qu'au Sénégal, honorable, elles parlent leur dialecte à l'Assemblée. C'est déjà ça, une barrière, et c'est pour ça que nous nous battons pour que nous revenions sur nos langues. Pour que demain change. À cette allée, on ne va jamais y arriver. Pourtant, ces femmes, elles ne sont pas bêtes. C'est toujours à cause des discriminations et des considérations socio-culturelles qu'elles sont restées à la maison au lieu d'aller à l'école comme leurs frères. Donc, il faut tenir compte déjà de l'environnement. Ce sont voilà des choses qui défavorisent la femme camerounaise engagée en politique. Il y a la femme elle-même, bien entendu, parce que le cadre est là. Pourquoi nous sommes nombreuses et nous n'y arrivons pas? Et au Sénégal, il y a aussi une avancée où on n'est pas obligé d'être dans un parti politique pour se retrouver sur une liste. Il y a un quota qui est réservé à la société civile. Voilà les avancées qui font en sorte qu'elle peut citer le Sénégal aujourd'hui. Malheureusement pour nous, nous sommes obligés de passer par les partis politiques. Et dans ces partis politiques font aussi le frein du combat des femmes. Parce que si vous remarquez bien, de façon transversale dans les associations, les femmes se battent mieux et elles construisent durablement. Mais dans les partis politiques, les disciplines des partis politiques bloquent les femmes, alors qu'eux-mêmes en interne ne sont pas si démocratiques que ça. Parce que quand arrive l'heure des élections, vous allez voir que le modèle de choix des candidats, que ce soit la désignation, que ce soit par les primaires, c'est fait sous forme de fraude et de discrimination. Donc c'est là où commence le problème de la femme engagée en politique. Donc il va falloir que sur ce point-là, que cette loi soit améliorée pour qu'il y ait des lois avec des restrictions très très fortes, avec des conséquences sur les partis politiques. Et comme les hommes veulent y aller toujours à tout prix, à n'importe quel prix, ils ne vont pas y aller sans nous. C'est ça le problème. Et qu'on puisse avoir, je ne sais pas pourquoi le Cameroun peut laisser, sous prétexte que non, des gens, ce sont des associations, les partis politiques. On devait quand même regarder ce qui se passe à l'intérieur, puisque nous sommes obligés de passer par là pour y arriver. Donc si ça devient des freins pour nous, malgré les lois, il faut que ces lois soient un peu plus contraignantes pour que l'atmosphère soit plus détendue. Tout à l'heure, on va y arriver. Il y a de notre côté, mais comme je le disais, si le cadre est déjà faux, on ne va pas y avancer. L'anglais, le français. Pourquoi ma mère doit parler de ça alors qu'on lui demande son vote pour aller s'asseoir à l'Assemblée? Son vote n'a pas de coloration linguistique. D'accord. Jeanne Soga, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, député.
Très heureux que vous nous ayez retrouvés. Vous venez d'un long voyage. Merci infiniment de ce sacrifice. Désolée d'être en retard. Bonjour mesdames. Moi je suis très honorée de vous avoir toutes là. Vraiment, surtout honorable. Je n'ai jamais eu le plaisir de la rencontrer à une table ronde et c'est vraiment un grand plaisir. J'espère que ce plaisir ne va pas corrompre, non pas corrompre, je veux dire atténuer les arguments. Dans tous les cas, je vous sais assez pertinente quand il le faut. Vous ne faites pas marcher dessus. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire général du FSNC. La question d'entrée tout à l'heure, c'était le regard que l'appréciation que vous faites du contexte socio-politique et économique actuel, un regard panoramique d'entrée comme ça avant d'aller dans les détails. Qu'est-ce que vous dites? Alors, quel regard je pose sur le contexte actuel? Absolument. Je dirais que tout participe à, comment dire ça, à faire en sorte que la femme joue pleinement son rôle. Parce que en période de crise sociale, politique ou économique, la femme est sollicitée par sa créativité, par son savoir-faire, sa subtilité pour apporter à son environnement des solutions aux problèmes qui se posent. De tout temps, on a vu que les femmes ont joué des rôles centraux lors de ces périodes de grandes perturbations. Et celle que nous traversons aujourd'hui, où il y a des crises sécuritaires sur 3 points de notre pays, enfin dans 3 régions de notre pays, il y a la crise sanitaire que nous connaissons tous, celle du Covid-19, qui a pour conséquence une grave crise économique qui s'installe, qui commence à s'installer et avoir des répercussions graves sur la vie des ménages, sur la vie des populations. Je vois que la femme a plus que jamais, comment dire ça, un rôle et qu'elle le tient bien, c'est-à-dire que je vois les femmes monter en puissance dans leur implication dans la vie de tous les jours, dans leur visibilité. Elles sont de plus en plus visibles d'ailleurs. Et ce serait intéressant peut-être qu'au cours de l'émission, que nous regardions comment se joue, ou alors comment est-ce que le politique joue de cela, ou comment est-ce qu'il appréhende cette activité purement féminine qui fait que la femme s'approprie le rôle central qui est généralement dévolu par nos sociétés machistes à l'homme. La femme commence petit à petit à prendre le lead parce que le besoin se fait sentir et parce qu'elle a, j'aime à le dire, pour emprunter des mots les mots d'autres personnalités qui se sont penchées sur le problème, elle a 2 types de maternité à gérer. La maternité sociale qui veut qu'elle fasse grandir ses enfants, qu'elle fasse marcher son ménage, et puis la maternité éducative qui fait que elle est obligée de transmettre un certain nombre de valeurs à ceux de son environnement. Et donc, sur ces 2 aspects-là, elle est obligée de s'impliquer. Et je vois que ça se passe comme cela. Donc, si je devais répondre à la question, je dirais que, eh bien, tout est réuni pour, comment dire ça, pour interpeller la femme dans ceci qu'elle doit jouer un rôle central. Et je pense que pour ce qui concerne notre pays, parce que c'est celui dans lequel je vis et donc que j'observe et que je regarde, ça se passe effectivement comme cela, c'est-à-dire qu'elle monte en puissance dans son implication dans la vie de son environnement. Nous revenons à la question d'après sur le rôle, l'impact, la présence ou comment je vais dire ça, l'implication de la femme sur les questions politiques. Bon, oui, avant de répondre à la question, peut-être je vais repréciser quelque chose. J'ai comme l'impression que je ne me suis pas fait entendre tout à l'heure. Quand j'ai pris l'exemple du Sénégal, je ne pense pas que la langue soit un frein, parce qu'au Cameroun, quand même, les langues officielles, c'est le français et l'anglais. Je ne sais pas si on est élu député ou bien on est élu maire. On va lire la loi comment pour l'adopter ou bien on va lire un texte comment pour le signer lorsqu'on est maire ou conseil municipal. Je ne pense pas que cet exemple, peut-être je me suis peut-être pas fait comprendre, mais je dirais que la langue est l'une des conditions pour accéder à cet poste. Et ce qu'on devrait plutôt travailler, c'est d'encourager peut-être nos filles ou bien nos jeunes filles à aller à s'instruire, à aller à l'école,
Parce qu'on a des zones ici où les enfants, les jeunes filles ne vont pas à l'école quand il faut faire un choix. Des enfants qui sont à la maison pour l'éducation, on fait le choix sur le petit garçon. Donc peut-être on mettrait peut-être un accent là-dessus pour que la jeune fille soit instruite. Maintenant, pour répondre à la question, la femme est beaucoup plus présente, oui. Je dirais, et puis je vais peut-être me répéter en disant que le contexte normatif qui est emprunté ou alors qui nous est venu d'ailleurs permet aujourd'hui à la femme de pouvoir se mettre en avant-garde. Parce que, comme l'a si bien dit ma compagnoniste tout à l'heure, elle faisait allusion au fait que avant, on pouvait constituer une liste sans qu'il y ait une femme. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est pas une loi ou bien c'est pas quelque chose qui est typiquement camerounais. C'est une loi qui, je pense, si tous les pays africains, les Nations Unies, je crois, ONU Femmes, œuvrent beaucoup dans ce domaine-là. Je pense même qu'il y a un travail qui est fait là-dessus pour que ce quota-là de 30% puisse augmenter, peut-être passer à 40%, pourquoi pas à la parité. On ne pourrait pas prendre ce volet-là ou bien cet exploit-là en disant que c'est le Cameroun, c'est le cadre normatif camerounais qui favorise. Parce que nous, les femmes qui sommes en politique ou qui s'engagent en politique, nous voyons comment il y a un peu une sorte de réticence au niveau des hommes. Et moi, je dis même que les hommes, je pense que les hommes ont peur des femmes. Pourquoi? Parce que les atouts des femmes leur prédisposaient déjà à être en avant-garde pour un certain nombre de fonctions. Et les hommes, donc, étant des conservateurs, étant des... essayant d'utiliser ce qui leur est favorable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des sociétés patriarcales, ce qui n'était pas le cas avant. Les hommes dont veulent donc profiter de cela pour pouvoir imposer ou bien Est-ce pour une pouvoir... question de rapport de force? Est-ce qu'un homme en politique doit se dire je suis en face de la femme et je fais la politesse, la galanterie? Généralement, malheureusement, c'est peut-être ce qu'on vit lorsqu'on pratique la politique, parce que vous aurez toujours, à chaque fois, si vous êtes en face d'un homme, un homme va vous dire par galanterie ou par galanterie, moi je préfère par galanterie, mais non, il n'y a pas une galanterie lorsqu'on veut défendre des idées, parce qu'on a tous des idées qu'on veut défendre. Lorsqu'on va en politique, c'est parce qu'on veut défendre des idées, c'est parce qu'on vient plaider pour un certain nombre de choses. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va concéder à la femme parce qu'elle est une femme, on va concéder à l'homme. Lorsqu'on est, on a des... C'est-à-dire que lorsqu'on voit en vous, en la femme, qu'elle a un certain nombre d'atouts, bien de prédisposition à vouloir défendre une certaine cause, on doit l'accompagner dans la défense de cette cause-là. C'est pourquoi moi je dis, il n'est pas question d'aller peut-être chez les hommes et puis vouloir se plier en quatre pour dire que cédez-nous la place. Non, la femme devrait se mettre, peut-être c'est là où peut-être on va parler d'un rapport de force. Rapport de force lorsque... Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, nous allons dans les mêmes écoles, nous faisons les mêmes écoles, nous avons pratiquement les mêmes diplômes. Mais pourquoi est-ce que quand il arrive maintenant qu'il faut briguer à certains postes de responsabilité, qu'on estime que la femme n'aura pas toute la substance ou bien tous les atouts pour pouvoir exercer cette fonction-là? Pourtant, nous avons pratiquement fait les mêmes cursus scolaires. Donc, il n'est pas question que la femme se plie en quatre devant les hommes. Il est juste question que les hommes reconnaissent la place des femmes dans la société pour la gestion de leurs affaires. Marlise Rose. Oui, j'ai assisté à une réunion très intéressante, présidée par Madame Lamine Prof Littoral. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de l'évaluation du processus électoral qui venait de se dérouler. Et il a été clair pour tous les partis politiques autour de la table que, effectivement, les freins sont là et que les hommes ont du mal à admettre les femmes comme des partenaires.
c'est comme si dans leur tête, il y avait une confusion. Marlise Rose est l'épouse d'Alexandre. Et je ne suis que l'épouse d'Alexandre. Quand nous arrivons dans le champ politique, je suis partenaire de monsieur X ou de monsieur Y. Il ne faut pas qu'il s'attende à avoir en face de lui une Marlise épouse. Ce que je peux être dans mon ménage, la maman attentionnée, la femme qui prend soin de sa famille, qui est soumise et attend que son mari décide in fine pour la famille. Toutes ces qualités qu'on attend d'une épouse, c'est dans ma maison que j'exerce là. Quand je suis autour d'une table, comme disait Honorable, il y a un point de vue à défendre. Je ne dois pas jouer au cadet social. Oui, et malheureusement, c'est ce que les hommes attendent. Dès que autour d'une table, vous prenez la parole et que vous essayez d'argumenter pour soutenir un point de vue, on vous taxe de la tête brûlée, une femme qui têtue, une femme. Mais je n'ai pas à ne pas être têtue quand je crois que mon point de vue peut être valable. Et tout ce que je demande au partenaire que j'ai en face de moi, c'est qu'il amène ses arguments à lui pour qu'on trouve, s'il le faut, un compromis. Mais les hommes ont du mal avec nous parce que dans leur tête, et parce qu'ils ont été éduqués comme ça, peut-être que moi-même, c'est comme ça que j'ai éduqué mon fils, malheureusement, dans sa tête, la femme ne saurait prendre une posture égalitaire. Il faut que la femme soit soumise. Oui, soumise, oui. Et ça se vit aussi en politique alors? Bien sûr que les hommes sont plus à l'aise avec des femmes qui arrivent soit par ruse, soit par complexe d'infériorité à être leur servante. Après, avec des contreparties. Après. Avec quelques contreparties. Quelques, c'est pas tous les jours, mais bon, ça arrive. Donc c'est ça qui est gênant. Ce que j'aimerais, ce que Madame Kambiwa aimerait, ce que Honorable aimerait, et ce que Madame Soga aimerait, c'est que quand nous sommes en entreprise, que nous occupons une fonction de manager, que nous soyons jugés comme un manager. Évidemment, nous sommes des femmes et nous avons peut-être des talents cachés que les hommes n'ont pas, pour que notre management prenne une forme de flexibilité ou d'empathie ou d'humanité qui fasse que la gestion des hommes pourrait être plus facile avec nous qu'avec un homme. Mais sorti de là, on attend des arguments techniques. Je dois prouver que je suis à la hauteur et c'est ça qu'on doit attendre de moi. Mais ce n'est pas comme ça que nous sommes jugés. Et les femmes, en général, sont jugées sur la base de leur docilité, même si elles ne sont pas très brillantes, du moment qu'elles savent accompagner les hommes s'en accommodent et préfèrent faire avec. Mais je voudrais dire, dans une société où les intérêts s'entrechoquent, oui. Je veux dire que si je reviens sur la question du rapport de force, vous n'allez pas non plus attendre des adversaires, fut-il des hommes, oui, politiques, qui vous fassent des cadeaux. Oui. Non, mais bien sûr. Mais, et ils nous règlent nos comptes. Hein. Ah voilà. Ah ça, vous pouvez être sûr. Non, c'est davantage une question de combat politique que de genre. Mais bien sûr. De combat politique. Et étant entendu que nous avons déjà des handicaps au départ. Par exemple, l'argent est un handicap. C'est un handicap. Parce que c'est difficile de faire de la politique sans argent. Et généralement, ce sont les hommes qui ont de l'argent et ils estiment qu'ils ne peuvent pas avoir son argent et puis toi vouloir voyez un peu. Alors que nous on se serait attendu à ce qu'ils se disent que bon ok, j'ai de l'argent peut-être, sûrement, je suis aussi intelligent, mais maintenant j'aime bien l'idée d'être accompagné par quelqu'un qui peut me challenger, pas pour prendre ma place, mais pour m'aider, pour nous aider, pour aider l'équipe à bâtir mieux, à construire mieux. Bon, maintenant, quand vous voyez là, les femmes qui sont à l'Assemblée nationale, beaucoup ont souffert. Hein. Pour arriver là où elles sont, elles ont souffert parce que ce n'est pas évident
de se positionner et d'arriver à convaincre qu'on peut être aux côtés d'un homme sans qu'il ne se sente, sans qu'il ait un complexe d'infériorité. Parce qu'il faut dire que quand les femmes ont du talent aussi, c'est tellement éclatant que des fois, les hommes sont un peu mal. Un peu mal. Mais bon, voilà comment moi je lis cela. Nous sommes des personnes à part entière. D'accord. Quand nous sommes dans nos ménages, dans nos familles, nous jouons un rôle bien spécifique. Mais quand nous sommes en entreprise, en position de leader, en politique, il faudrait que les hommes acceptent qu'ils ont affaire à des... comme d'autres hommes. Ils sont bien avec d'autres hommes, non? D'accord. Jeanne Soga, sur les femmes en politique. Alors, je suis un peu embarrassée parce que je crains peut-être de contrarier mes amis Chantal et Marlise par mon propos. Vous savez, moi je suis depuis 35 ans en politique. Les hommes ne font pas de cadeaux, mais je ne leur en fais pas non plus. Nous sommes dans l'arène politique. Je me sens l'égale des hommes à partir du moment où c'est un débat d'idées, c'est un combat d'idées, c'est un combat idéologique. C'est ta façon d'implémenter ce que tu penses contre la mienne. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Moi, je connais des femmes qui ont fait politique sans argent. Et que la masse a porté. Parce que la masse a cru en elle. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Moi, j'ai jamais eu d'argent pour faire la politique. Parce que j'ai toujours été un salarié. Jusqu'à tout récemment, ça fait pas longtemps que j'ai créé ma propre entreprise. Parce que évidemment, à un certain âge, il faut se recycler, n'est-ce pas? Il faut se refaire. Mais j'ai toujours été salarié au début. Ce n'est pas avec un salaire que je pouvais, on va dire, faire des miracles financiers en politique. Et pourtant, j'étais en politique. Moi, j'étais une présidente départementale dans le Vouri. Et c'était pas n'importe quel parti. Et c'était pas n'importe quel militant que j'avais. C'est une question de persuasion. Ceci dit, je voudrais qu'on pose un regard global sur la situation. Je voudrais dire que il ne faut pas penser, oui, comment je vais faire pour être en politique. Il faut penser comment je vais être d'abord chez moi. Parce que la parité, ça se joue d'abord chez soi. Socialement. C'est là que ça se joue. Et puis après, ça s'implémente au plan politique, au plan social, parce que vous avez construit votre noyau familial, vous avez amené vos enfants à construire les leurs d'une certaine manière, la société va changer de mentalité. Parce que ce que nous voulons faire, nous les femmes en politique, c'est forcer le lead là où il n'est pas acquis. D'abord, j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure de l'honorable qui disait que elle pense que c'est une question de rapport de force. Mais bien sûr que c'est un rapport, c'est une question de rapport de force. Si ce n'était pas une question de rapport de force, ce ne serait pas de la politique. Ce ne serait pas de la politique. Je réitère que nous rentrons en politique pour défendre des idées, pas pour accompagner les hommes. Je ne suis pas d'accord avec Marlise quand elle dit « je viens en politique, il faut que les hommes acceptent de se faire accompagner ». Je ne suis pas venue les accompagner. Je suis venue jouer ma partition. C'est-à-dire que je considère que nous sommes un orchestre. Chacun de nous a un siège, a un rôle et doit le jouer. Le rôle que je joue, c'est celui que j'ai pu atteindre et convaincre les autres de me donner à jouer. C'est-à-dire que je peux être députée, c'est le cas, n'est-ce pas? Marlise a été députée parce qu'elle a convaincu les gens, soit par ruse, soit par je ne sais pas moi quelle manière, mais elle a convaincu les gens pour que les gens la placent de telle sorte que l'électorat l'amène à être députée. Et je pense que c'est cela la politique. Pareil dans les entreprises, lorsque vous rentrez en entreprise, tout le monde rentre plus ou moins recruté, bon, sauf des cas extrêmes où vous êtes recruté pour occuper un poste, mais généralement, vous rentrez comme jeune cadre dans une équipe où vous êtes recruté par des gens qui sont arrivés avant vous. Et puis vous grandissez. C'est votre compétence qui fait que vous devez grandir. Et lorsque j'entends mes collègues politiques dire que en politique, nous avons, comment dire, il y a des je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. J'ai envie
de dire je refuse de dire sur un plateau télé qu'en politique, nous devons séduire nos camarades politiques pour avoir leur place. Je n'ai séduit personne nulle part en politique. Nulle part. Oui, je séduis pour d'autres fins, mais pas pour la politique. La politique, la séduction en politique, ce n'est pas une séduction sexuelle. Ce n'est pas une séduction d'un genre à l'autre. C'est une séduction parce que tu arrives à convaincre avec des mots les gens que tu côtoies tous les jours pour qu'ils te donnent la place que tu vises ou la fonction que tu vises ou ce que tu vises. Et là, ça m'a posé un petit problème. Pour revenir à l'exemple du Sénégal, bon, c'est vrai que j'étais pas là et j'ai écouté à partir de mon téléphone, donc c'était un peu biaisé par le réseau. Je voulais dire que le cas du Sénégal, en quoi est-ce qu'il est intéressant, le cas du Sénégal? En quoi? En réalité, nous observons que les hommes ont réussi à nous manipuler pour que nous oublions l'élément central de ce qui est à l'origine de l'incident de maintenant. L'élément central, c'est qu'il y a une plainte pour viol. C'est ça la vérité. Il y a une plainte pour viol. À l'origine, c'est une plainte pour viol. Et un besoin de faire une enquête et une décision d'un juge de faire arrêter un homme politique qui a été candidat à l'élection présidentielle. Ah, c'est pas de ça qu'on a parlé. Ah non. J'entends bien. Ça remet en contexte. Je rappelle un contexte. Le contexte pour... D'accord. Pour dire que les femmes, là encore, ont complètement perdu le sens du couloir. On se retrouve toutes, je dis bien toutes. J'ai été sur les réseaux sociaux, et Dieu sait que je suis sur toutes les plateformes. Je n'ai vu aucune femme politique rappeler qu'à l'origine de l'histoire, c'est pas l'arrestation d'un opposant dont un président élu a peur. À l'origine, il s'agit d'une plainte pour viol. Aucune femme politique ne l'a dit. Ça veut dire que nous sommes dans un rôle d'accompagnement. Nous accompagnons les hommes dans leurs choses. Or, ce qui se passe, c'est que nous devons prendre le pouvoir. Au moins pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire rappeler qu'il y a des valeurs, que nous sommes dans un environnement, nous défendons ces valeurs. Moi, je ne sais pas qui de nous, objectivement, est entré en politique pour un salaire. Nous rentrons tous en politique pour défendre des idées, parce que nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose pour améliorer notre environnement. D'où vient donc-il que, tout à coup, soudain, on oublie ce pourquoi nous venons, et nous venons accompagner des gens. Alors moi, je voulais réagir, pardonnez-moi Marlise, pour dire que non, moi je ne suis pas là pour accompagner les gens. Non, je ne suis pas là pour les accompagner. Je suis là pour faire entendre mes idées, essayer de les défendre autant que faire se peut dans le parti dans lequel je milite, convaincre la majorité de suivre. Évidemment, on n'y arrive pas tous les jours. C'est ça la démocratie. Le principe, c'est que vous essayez de défendre vos idées du mieux que vous pouvez, d'attirer le maximum de monde, et puis un jour, ça ne marche pas. Il faut l'admettre aussi qu'on peut ne pas avoir l'adhésion de la majorité. Mais le but premier qui m'emmène en politique, c'est de convaincre la majorité des gens de mon environnement que mes idées sont les meilleures. Parce que je pense, au moment où je les défends, que je peux améliorer les conditions de vie des populations pour lesquelles je pense œuvrer. Je voulais dire que moi, je ne suis pas du tout dans la mouvance d'accompagner qui que ce soit. Je suis là pour être membre la bataille du... politique. Oui. Vous êtes dans le bain. Oui. Moi, je peux la rassurer. Oui, bien sûr. Oui. D'abord. Ok, d'abord. Oui, Vous revenez. je te passerai la parole après. Je voudrais tout de suite rassurer Madame Soga. Madame Soga, je ne suis pas là pour les accompagner. Ça me rassure. Ça va. Nous sommes réconciliés. Juste ce que je voulais dire, c'est que quand vous faites équipe, parce que comme généralement, ce sont des élections de liste. Bien sûr. Vous êtes dans une liste. Bien sûr. Vous êtes censé être solidaire. Bien sûr. Et puis, vous avez un objectif commun. Chacun, donc, déploie ses capacités, ses atouts pour qu'ensemble, vous arriviez à faire du 51%. Voilà. Mais je ne suis pas là pour accompagner X ou Y. Et puis, l'autre chose que vous avez semblé ne pas partager, c'était
le poids de l'argent dans la politique chez nous. Évidemment, je fais aussi la politique depuis une trentaine d'années. Et avant le multipartisme, on ne parlait pas d'argent dans le parti unique. On ne parlait pas d'argent. Mais parce que c'était le parti unique. Voilà. Et quand la démocratie est donc née, elle a commencé au sein du RDPC. On a donc eu des listes multiples pour des personnes qui ont candidaté sur des listes multiples pour le même poste. C'était la première fois qu'on le vivait. Et là, on a commencé à voir apparaître l'argent comme un facteur déterminant. Et ça demeure un facteur déterminant. Et maintenant, quand on passe au multipartisme avec les 300 et quelque chose de partis politiques qu'il y a, ça devient terrible. Ça devient terrible. Et du coup, les femmes, et comme la plupart comme vous, Madame Soga, sommes des salariés. Sinon, des dames qui se débrouillent dans l'informel avec une activité génératrice de revenus, mais qui ne va pas chercher loin. Donc, quand il faut sortir des millions, il y a très peu de femmes qui arrivent à être capables de ce type d'exercice. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais ne vous en faites pas, nous sommes parfaitement conscients que donc, il faut compenser cela. Parce qu'on ne saura pas chercher de l'argent, on ne saura pas trouver de l'argent aujourd'hui. On va certainement continuer à réfléchir, mais il faut savoir comment aller dans les prochaines compétitions avec d'autres arguments. Mais, la question de la femme, de l'argent et la politique s'est toujours posée. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout. Parce qu'à cause du rôle que nous jouons dans nos familles, parce que nous ne voulons pas seulement être des femmes politiciennes, ça veut dire quoi? Nous voulons être des épouses, nous voulons être des mères, des éducatrices. Ça, c'est un travail honorable. Mais en même temps, par l'expérience que nous avons, nous voulons apporter quelque chose au développement de notre pays. C'est d'ailleurs pour ça que le développement de tout pays ne pourra être que durable que si les femmes participent. Alors, pour que les femmes y participent, il y a des blocages et l'argent. C'est pour ça qu'on dit que la pauvreté a le visage d'une femme. C'est pour ça qu'on, oui, on le dit souvent, l'argent est un facteur, est un obstacle. C'est important. Non, c'est plus pour la femme que pour d'autres. Les hommes ne sont pas confrontés à ce... Mais écoutez, oui, il y a des hommes qui sont confrontés. Il y a des hommes qui sont confrontés, mais un peu plus la femme. Je vais vous prendre un exemple. On a vu des femmes déterminées. La femme, c'est d'abord une mère. Le cœur de la femme est différent de celui d'un homme. Une mère ne va jamais laisser son enfant malade ou à la maison pour aller payer une caution d'1 million pour être député. Ça, croyez-moi. Mais l'homme le fera sans crainte. Parce qu'il sait que sa femme va couvrir. Parce qu'il sait que sa femme va couvrir. C'est d'ailleurs pour ça que des mesures d'accompagnement sont faites dans d'autres pays. Pour que les taux, pour les, comment on appelle les cautions, pour que les cautions soient ramenées à des niveaux acceptables pour des femmes. Parce que même dans toutes les sociétés, ça a été comme ça. Nous parlons ici là de la majorité, de façon globale. Nous ne pouvons pas nous attarder sur quelques exceptions pour en faire la règle. Nous parlons ici d'une société où plus de 52% sont des femmes, celles du Cameroun, et que ça ne se reflète pas dans les institutions données. Ça veut dire qu'il y a bien un problème. Il y a la question d'éducation, de nos us et coutumes, il y a la question de l'argent. Mais en vous entendant c'est un fait. En vous entendant depuis, j'ai l'impression que malgré vos efforts, malgré vos batailles, vous dites toujours qu'à la dernière minute, à la fin de la journée, il faudrait bien que l'homme valide ou invalide vos combats, vos positions. Parce que c'est pour ça que je suis revenu deux ou trois fois sur la question du rapport de force. Je pense que si le rapport de force est assez déterminant, vous aurez la même mise pour facilement... Non, c'est pour ça que nous devons... Un cadre institutionnel plus facilitateur. Voilà. Et c'est ça où je prenais l'exemple du Sénégal pour arriver à elle. Parce qu'il y a des personnes en politique aujourd'hui, des personnes compétentes en politique aujourd'hui, qui ont subi des discriminations et des violences dans le passé, qui impactent leur vie politique aujourd'hui.
elles ne peuvent pas être à la mairie. Elle a dit tout à l'heure qu'on va faire en quel an. C'est justement pour que demain ne soit plus comme aujourd'hui, qu'il faille, si nous ne changeons pas de système, si on reste sur l'anglais et le français, que nous puissions avoir beaucoup plus de ces femmes pour que nos filles ne deviennent pas, ne subissent pas ce que nos mamans ont connu. Elles ne pouvaient pas y aller, mais pourtant, ce sont elles que, entre guillemets, on a utilisées pour arriver. D'accord. Nous ne pouvons pas aujourd'hui croire que les hommes vont nous faire cadeau. Ils savent bien que plus de femmes dans les instances de prise de décision, c'est moins d'hommes. Et personne ne veut être dans ce moins. Pourtant, il va falloir qu'ils acceptent d'être dans ce moins. Quand le cadre institutionnel sera plus clair, regardez la progression de cette loi qui a interdit, il n'y a aucune liste qui peut être acceptée par l'ECAM sans femmes. Maintenant, dès qu'on va dire qu'il faut au moins 30% et que ces 30% soient placés de façon alternative sur les listes, il y aura encore beaucoup plus de femmes. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai pointé les partis politiques. Oui. Ça part de là. Au passage, Madame Kambiwa, le RDPC était celui qui avait le mieux placé les femmes. Hein? Non, non, non. Ça aussi, c'est une autre donnée, Marie, Parce que franchement. quand on s'est assis pour l'évaluation, mais regardez, je te jure que les listes du SDF, les femmes étaient il n'y a pas de problème, mais vous êtes au pouvoir. Okay? Vous êtes parti au pouvoir, vous ramassez de partout. Regardez d'où viennent ces femmes. Ça vient justement dans des zones où il n'y a même pas de concurrence. Regardez bien, parce qu'en ville, ce n'est plus pareil. On voit les couteaux, comment les hommes sortent les couteaux, les poignards, hein, pour descendre les femmes. Regardez bien, vous êtes parti au pouvoir et qu'à un certain moment, si on fait même le ratio, pour le nombre de députés que vous avez, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Nous devons quand même parler ici, lorsqu'il s'agit de la progression de la femme, si on vient rajouter les partis politiques, quel que soit le parti politique auquel nous appartenons, nous avons tous les mêmes problèmes. Tant que nous n'allons pas, à un moment, briser ces barrières de partis politiques et travailler comme une seule femme, on va être retardé. Vous avez embrayé un aspect de la question, évidemment, sans transition. Justement, les femmes au cœur des partis. Je veux dire que, tout comme dans la société de façon globale, on ne les ressent pas forcément dans les premiers rôles. Bon, j'en ai les cadres et les secrétaires généraux, mais on n'en trouve pas beaucoup, c'est pas courant. On ne voit pas beaucoup de femmes candidates, notamment à l'élection présidentielle. On n'en voit pas beaucoup présidentes de partis politiques. Vous avez déjà eu une femme âgée. Roland, les femmes au cœur dans les partis politiques. Nous avons aussi des femmes membres du bureau politique. Est-ce que vous ne vous sentez pas secrétaire général? Est-ce que vous ne vous sentez pas esselé? Je veux dire que vous dites il n'y a pas suffisamment d'espace d'épanouissement des femmes au cœur des partis, d'autant plus que c'est même c'est le réservoir, non? C'est de là où tout part. C'est de là où tout part pour structurer même la vie politique. On parle des partis. C'est la cellule de l'existence politique, il me semble. C'est pour ça qu'on parle de famille politique. D'accord. Roland. Moi, je pense que lorsqu'on observe les partis politiques au Cameroun, les partis de l'opposition font beaucoup plus la promotion des femmes au sein des différentes cellules et des différents compartiments de leur activité ou bien de la vie, de l'animation politique au sein de leur parti. Mais ce que je vais dire tantôt va peut-être choquer, parce que il faut qu'on dise quand même, il faut qu'on précise, parce qu'on a dit dans plusieurs pays africains. Bon, j'ai essayé de parcourir là rapidement dans ma tête, je ne vois pas trop. Il faut quand même qu'on reconnaisse que le RDPC est venu pervertir la politique au Cameroun. Parce que si au départ, l'on sait que la politique c'est un champ où on a ses idées, on les défend, on les fait épouser par d'autres, et puis ceux qui l'ont épousé vous accompagnent. Je vois un peu très difficile comment est-ce que l'argent va être un facteur défavorable pour l'émancipation, et vous allez m'excuser de revenir là-dessus, pour l'émancipation de la femme en politique. Parce que dans les partis, dans le parti dans lequel je milite, moi je vois un peu comment les femmes
ont une place assez considérable. Ce sont les femmes même qui animent beaucoup plus les activités politiques au PCRN. Je vais peut-être prendre mon cas pour essayer d'édifier, pour essayer de mieux m'expliquer. Moi, lorsque j'ai été investie comme candidate à la députation, moi, je n'avais pas la caution des 1 million de francs, mais c'est ceux avec qui j'ai cheminé, qui ont cru à moi, qui m'ont porté, qui ont payé ma caution. Donc moi, par exemple, salarié de mon État, je n'avais pas d'argent pour pouvoir payer cette caution. Pour dire qu'en réalité, on a des idées, qu'on les défend et qu'on a en face de soi des personnes réceptives, des personnes qui croient en vous, des personnes qui veulent accompagner, des personnes qui s'identifient en vous, forcément, je pense que les moyens vont accompagner, les moyens financiers, bien évidemment, vont accompagner votre ascension. Et qu'au niveau de la base même, parce que quand je dis que le RDP s'est perverti, au niveau de la base, lorsque vous allez même en campagne, ou bien je ne sais pas moi trop où vous allez, où les gens ont toujours l'habitude de vous dire que nous ici, là, on a l'habitude parce qu'on nous donne du pain, on nous donne à manger, on nous donne à manger, on nous donne à boire. Vous, quand vous arrivez, vous faites des discours, est-ce qu'on mange les discours? Ça, c'est le RDPC qui a ramené ça dans le champ politique camerounais. Et ça, il faut le dire. Donc, les femmes, comme je le disais tantôt, dans les partis de l'opposition quand même, on essaye de voir que la femme a une certaine place. Mais là où je n'arrive pas toujours à comprendre, parce que lorsqu'il faut maintenant passer de la théorie à la pratique, lorsqu'il faut vraiment aller concrètement vers des postes d'ascension, peut-être parce que l'opposition reste opposition et que le parti au pouvoir reste au pouvoir et il les aide sur le pouvoir, il essaye de mettre à chaque niveau les différents, comme un jeu de dames, on met les pions là où on veut, comme on veut, on les manipule comme on veut. Et là, on voit dans des femmes qui sont en train de suppléer, généralement, parce que quand elles suppléent, elles se rendent compte que même si vous arrivez avec un engouement, vous arrivez même avec un certain nombre de motivations, à force de recevoir un certain nombre de coups, parce qu'on a l'habitude de taper sur la tête en disant non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de dire ça, on se retracte. Et quand on se retracte, on se retrouve entre nous de la basse classe, on se met à jouer une politique de basse échelle. Ce qui fait qu'on a l'habitude de dire que la femme est l'ennemi de la femme. C'est parce qu'en fait, lorsque au niveau du sommet, on n'arrive pas à exister, on se rabat. Il faut bien qu'on exerce quelque part. Alors on va donner les coups aux plus faibles. Et les plus faibles, c'est entre les femmes, entre elles. Donc, pour répondre concrètement à la question, je dirais que la femme, en termes d'exercice ou bien en termes d'animation ou en termes de postes au sein des partis politiques, elle se meut beaucoup plus dans les partis politiques de l'opposition et que le parti au pouvoir essaye j'aime bien dire, essaye de briser le génie qui est en la femme lorsqu'elle veut émerger en politique. Jean Sega, femme et parti politique. Écoutez, vous allez me détester finalement. Alors, je ne vais pas laisser l'honorable Roland ici dire des choses comme ça. Ce n'est pas le RDPC qui a instauré les collations à la fin des meetings. Ça existe dans le monde entier. Vous voyez bien que le Parti républicain en offre, vous voyez bien que les démocrates en offrent, vous voyez bien que le PSD en offre. Partout, ça se fait. C'est pas la question. Eux-mêmes en donnent. C'est pas la question. La question est l'origine des fonds qui servent à organiser, on va dire, ces collations. Et c'est là où se pose le problème. Personnellement, j'en parle parce que tant que les partis politiques ne vont pas être obligés de justifier de l'origine des fonds
qui les financent, on va rester dans ce genre de préoccupations. Parce que logiquement, les partis politiques doivent vivre des cotisations, des dons de leurs membres. Probablement, dans certains pays, je ne sais pas, des subventions. D'ailleurs, au Cameroun, on subventionne dans la mesure où on attribue aux partis politiques, en fonction des élus qu'ils ont, un certain montant. Donc, tant qu'on n'a pas encadré ça de manière stricte et qu'on n'a pas interdit les donations d'une certaine origine, c'est-à-dire qu'il faut quand même que la personne qui fait don de, je sais pas moi, 10 millions, 15 millions, moi j'ai assisté à des collectes de fonds, qu'elle puisse justifier l'origine de ces fonds-là. Tant qu'on n'a pas instauré cette préoccupation-là, eh bien nous allons continuer à penser que c'est le LDPC qui a fait ci, qui a fait ça. Non, le LDPC a son fonctionnement, mais je pense que tous les partis politiques, plus ou moins, essayent de s'organiser pour donner à la fin d'un meeting un petit verre d'eau ou quelque chose à ça, c'est ce qui concerne l'organisation de ces choses-là. Alors, femmes dans le parti politique, bon, je vous ai dit, vraiment, nous sommes en politique. Si nous sommes en politique, c'est le combat politique. Tu viens, tu achètes ta carte, tu rentres dans un parti, tu observes, tu es militant de base. Bon, tu rentres dans le parti, 1 an, 2 ans, tu es déjà président de ton comité de base parce que tu as persuadé des gens de te suivre. Je ne pense pas que je sois la seule à penser cela. On n'a pas simplement envie de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis, moi, un peu, comment dire ça, un peu exaspérée par cette propension qu'ont les promoteurs des partis politiques à créer des organes annexes, qu'ils appellent annexes, où on regroupe les femmes entre elles et où les femmes ont... Oui, même le FSNC a ce genre d'organisation. Le mouvement des femmes de... Et je dis, nous avons... Oui, mais attendez. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça me gêne qu'on ait ce genre d'organisation parce que ça catalogue la femme ou ça lui octroie un rôle précis dans lequel on veut la maintenir. La preuve, c'est que lorsque vous participez, tant que vous n'êtes pas membre du bureau politique, vous ne pouvez pas rentrer à une réunion de cadre de parti parce que vous êtes de l'organe annexe. Si vous n'avez pas un certain niveau ou un certain caractère, on va dire, un certain charisme. C'est quand même grave. On est à l'heure où on revendique une sorte de parité, mais nous-mêmes, dans notre parti, nous acceptons le principe de l'existence des organes. C'est un combat qu'il faut mener en interne. Il faut mener ça, il faut expliquer aux promoteurs des partis, aux présidents des partis politiques, aux organes, aux instances dirigeantes des partis politiques que ça n'a pas de sens de contenir les jeunes d'un côté, les femmes de l'autre, comme si nous étions à la maternelle ou je sais pas moi, à la mosquée, où on contenait les femmes d'un côté. Ça, c'est une préoccupation. D'abord, allez-y. Elles veulent réagir à ce que vous dites. Oui, non, mais elles vont le faire, elles savent très bien le faire. Donc, ça, c'est une préoccupation que j'ai. L'autre préoccupation, si vous permettez, c'est que il faut que les femmes, il faut que nous, les femmes, nous comprenions que la politique, c'est la stratégie. Si on n'intègre pas cela, si on pense que nous allons venir faire... Beaucoup de femmes sont en politique et font de l'esbrouf. Observez-les. Nous sommes entre femmes ici. Observez-les. Comment elles fonctionnent. Elles ont quelquefois des rôles importants dans les partis politiques, mais si vous grattez un peu, si vous discutez sur la structuration du parti politique, je sais pas moi, une stratégie de conquête de ci ou de ça, vous n'avez rien en retour. Vous avez des gens qui jouent des rôles, qui font semblant. Et j'ai besoin de dire que le paysage politique camerounais a besoin de femmes, pas seulement engagées, mais structurées, instruites politiquement, formées politiquement, parce que la politique c'est un métier. Ça ne paye pas encore au Cameroun, c'est vrai, parce que nous ne sommes pas organisés pour que ça paye. De vous à moi, il y a des partis politiques aujourd'hui qui pourraient donner des salaires à leur cadre de parti, parce qu'ils en ont les revenus. Mais ils ne le feront pas parce que les instances dirigeantes qui sont tenues par 2, 3, 4 personnes se partagent en fait ces subventions-là. Quand vous demandez à la fin de la journée qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, personne ne vous répond mieux
on vous passe au conseil de discipline et on vous exclut. Donc, oui, on le voit bien, on lit tous. Mauvais regard dans les finances. Alors, moi, je dis, nous avons un mauvais rapport avec l'argent dans ce pays, et je pense même dans ce continent. Et il faut le rectifier. Et c'est à nous, les femmes, de travailler là-dessus. Je dis, nous avons besoin de comprendre que pour entrer en politique, il faut avoir une certaine structuration. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que toutes les femmes peuvent faire de la politique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent faire la politique. Parce que toutes les femmes n'ont pas la carrure pour faire la politique. Ça demande quand même un certain nombre d'acquis ou de prérequis qui vous emmènent à progresser. Si moi je prends par exemple ma tante, qui gère très bien son association de femmes au village. Je peux prendre un exemple, c'est une tante, mais ce n'est pas quelqu'un de physique, on va dire. J'ai une tante qui peut-être dirige très bien son association de femmes, de 200, 300 femmes. Elle ne va pas faire politique forcément, parce que la politique répond à une norme qui n'a rien à voir avec l'animation des associations. Ça doit être une association, ça reste une association politique. Ce n'est pas la même chose que lorsque vous animez des femmes qui vont, cotiser, par exemple, ou bien qui se réunissent autour d'une donnée ou d'une idée précise. Ça n'a rien à voir. Donc, toutes les femmes ne peuvent pas faire de la politique, mais je souhaite pour ma part que celles qui rentrent en politique soient structurées ou tout au moins accompagnées par celles qui les ont précédées et qui ont, on va dire, quelque chose à transmettre, tout au moins sur la façon de fonctionner en politique. Moi, je regarde depuis 10 ans, je regarde et je me dis, si rien n'est fait, eh bien dans 20 ans, je ne serai peut-être plus là, mais ceux qui seront en politique vont se dire que, oh là là, on est accompagnés par des nullards. Et c'est dommage, parce que les femmes ont conduit la politique ici dans les années 90. On a vu des femmes qui étaient structurées, y aller. Ce que je regrette simplement, c'est qu'elles ont lâché prise, parce qu'elles se sont laissées envahir par, mon fils dit les organes, mais je veux dire les sentiments. C'est-à-dire on se laisse déborder par le fait que lorsqu'on est trop souvent, on va dire, peut-être heurté par l'agent masculine avec laquelle on milite, on se dit, bon, finalement, je leur laisse leurs choses là et je vais me faire voir ailleurs. Non, c'est un combat. C'est un combat de longue haleine. Il va falloir qu'on prenne le temps d'y arriver. Je vous laisse la parole maintenant sans avoir corrigé. Il y a effectivement au moins une femme présidente de parti politique au Cameroun. Nous sommes à l'UDC avec l'honorable Dame Dieu. Il fallait corriger cela. Là, je ne suis pas d'accord avec Madame Soga. Toutes les femmes font de la politique. Et elles doivent le faire. Mais chacune a un niveau différent. C'est quoi la politique en gros, globalement? C'est de pouvoir apporter les solutions aux problèmes des populations. C'est ce qu'elles font au quotidien. C'est justement parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, engagées, que celles dont elles faisaient allusion des années 90 ont reculé. Parce que si elles étaient nombreuses, ça allait être différent. Les femmes doivent s'engager. Mais ce n'est pas toutes qui peuvent être candidates. Il faut qu'elles aillent s'inscrire. Il faut qu'elles assistent aux réunions, qu'elles aillent retirer leur carte et qu'elles aillent voter. Cet engagement-là est primordial pour que celles qui sont candidates, qui font de la politique à un autre niveau, puissent y arriver. Et je voudrais, avant de revenir sur la question des organes, parce que ce n'est pas toujours des organes, dire à l'honorable de se méfier des camarades qui contribuent pour sa caution. Demain, dès qu'ils voudront votre position, ils ne le feront plus. Mais je ne peux pas être éternel à ce poste. Nous militons pour ne pas être dépendants. C'est de ça qu'il est question. Parce que cette personne qui a payé ta caution, tu lui es redevable. Et politiquement, ça a beaucoup freiné. Et c'est ça qui fait en sorte qu'à l'intérieur des partis, les femmes sont toujours reléguées. Et de toutes les façons, nous sommes, mais c'est rare, ne prenez pas des exemples. Nous, on parle avec... Chantal, tu prends son exemple. Mais oui, mais c'est un exemple parmi combien. Je lui dis tout simplement, c'est très beau, mais demain, quand ils voudront cette même place,
ils ne payeront pas pour toi. C'est des Nous stéréotypes. voulons pour que le Non, parti il se faudrait construise, peut-être que je reprécise, madame. Tu disais, je vais terminer. Non, avant que vous ne terminez, je vous relance juste. C'est M. juste. Dipita qui donne la parole, c'est pas Mon vous, il me l'a président donné, Cabral, je la lorsqu'il prends. allait en 2018 Donc, c'est aux pour ça que élections, lorsque vous avez- la caution a été payée par le peuple. Lorsque vous avez- Je ne sais pas si C'est ce que vous aujourd'hui, dites, c'est ce que vous c'est dites, ce qui mais s'est ce n'est pas passé. vérifié, non. C'est ce qui On s'est a eu passé. des C'est informations c'est autres ce qui que s'est que vous passé. dites. Mais vos Donc, tout à informations l'heure, dont vous comme pouvez, le si vous disiez, pouvez prouver, Comme vous le disiez, ça a été même justifié. Nous voulons que dans un parti politique, l'argent soit géré de telle sorte que, si les cautions sont payées, qu'elles soient payées pour tout le monde et par la caisse du parti, D'accord. pas par des individus. Et maintenant, pour revenir aux questions d'organes, c'est pas partout, c'est pas parce qu'il y a une coordination de femmes dans le S. Comment ça s'est passé? Au départ, on était tous ensemble. Les mesures d'accompagnement existent partout. C'est encore plus dangereux de mélanger les hommes et les femmes et que là-dedans, elles ne puissent pas s'exprimer parce que pas formées politiquement. Tu as parlé de quelque chose de très important, la formation en politique. On ne s'y lance pas comme ça. Donc, cette coordination qu'il y a dans mon parti, le SIF par exemple, ça n'exclut pas les femmes dans les instances. On a un comité exécutif national, il n'y a pas un comité exécutif national de femmes. Tout le monde sait là-bas. Les coordinations, c'est juste pour donner la possibilité aux femmes de discuter des problèmes spécifiques, et il y en a toujours, de telle sorte que les résolutions qui en sortent viennent impacter la décision globale qui est prise, qui va tenir compte de la préoccupation et des jeunes et des femmes pour faire booster le parti. Quel est le pourcentage des femmes en haut là-bas au NEC? Ben, c'est de ça qu'il est question maintenant. Mais toujours est-il dit que ça existe. Ça existe. Et pour les mêmes raisons que partout, avec ces barrières, elles n'y arrivent pas toujours forcément. Marlise. Mais rappelez-vous quand même que le SIF a une femme comme vous, secrétaire générale. Ça veut dire que en dehors de ça, il y a des progrès qui sont faits grâce à cette structuration-là. C'est lorsqu'on les exclut totalement des instances de prise de décision qu'il y a problème. D'accord. Marlise. Alors, bon, d'abord, je voudrais que tu conviennes avec moi que le RDPC a donc pensé à ça avant vous. Puisque le non, RDPC... chez vous, c'est les sections. Non, non. De telle sorte que quand une femme va au bureau national, on dit qu'elle a gagné. Excuse-moi. Oui, c'est un progrès. Tu permets que je dise quelque chose? Vas-y, Voilà. vas-y, Justement, c'est ces questions spécifiques qui justifient l'existence de ces organes. Mais cela n'empêche à aucune femme de militer dans le RDPC. L'organe existe parce que, comme tu l'as si bien dit, prenons l'exemple extrême. Dans certaines de nos contrées, les hommes et les femmes ne s'assoient pas ensemble. Exact. D'accord? Donc, on ne va pas faire une politique théorique, on fait une politique adaptée à notre organisation sociale. Et ces organes féminines sont extrêmement puissantes. Et je peux vous dire que le RDPC gagne grâce aux femmes. Parce qu'elles sont dynamiques, elles sont mobilisées, elles ratissent large, elles animent le parti, elles portent le parti. C'est au moment de manger qu'on les oublie. Mais on ne peut pas dire que les femmes du RDPC, de l'OFRDPC, ne sont pas des femmes politiques. Ce sont des femmes politiques. Mais elles souffrent de tout cet art qu'on connaît, que les femmes ont en général, qui font que nous sommes moins instruites, nous avons moins d'argent, nous avons des charges familiales qui nous empêchent de... Comment on fait? Non, je voulais d'abord répondre à ma soeur. Maintenant, je voudrais rassurer l'honorable. L'honorable, vous allez avoir bientôt l'occasion, l'opportunité de faire ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans le cadre des réseaux de parlementaires qu'il y a là-bas, l'opportunité de rencontrer d'autres pays sur des sujets bien donnés, par exemple la malnutrition, par exemple sur les jeunes, par exemple. Il y a plein de réseaux, vous le savez, qui sont animés par les parlementaires. Alors quand vous faites le tour, vous vous rendez compte que vous avez un pays non seulement magnifique, mais en avance sur pas mal de points. Et si je vous donne les statistiques qu'il y a ici, par exemple dans le monde, la moyenne de participation des femmes dans les parlements, c'est 25%. Nous, on a largement dépassé ça. La moyenne de la participation des femmes dans les gouvernements,
c'est 17%. Nous sommes dans à peu près 20%. 11 femmes sur... on se bat, on se bat. On se bat. Non, ça veut dire simplement que, généralement, quand on annonce des arguments pour faire réducteur, pour rendre le Cameroun petit, misérable, papa... Non, nous sommes... Quand vous allez vous déplacer, toi tu te déplaces suffisamment et tu le sais, que quand nous arrivons quelque part, le Cameroun et les Camerounaises sont en vue. Parce qu'elles ont généralement, elles portent la voix du Cameroun avec des arguments solides. Ça, je voulais vous rassurer. Bientôt, je sais que vous-même, vous allez jouer ce rôle-là, très rapidement. Maintenant, je voudrais continuer pour dire que, concernant, attendez, j'ai noté le point qui a embêté Madame Soga. Je voudrais pouvoir la rassurer aussi pour qu'on soit amis à la fin. On est amis. On est amis. Ça fait combien d'années? Vous venez recruter les militants. Quand on dit oui, le RDPC organise la mangeoire, le pain sardine à la fin. Moi j'aime le pain sardine. Dans beaucoup de rassemblements, ce sont les élites du parti locaux qui cotisent pour... Moi, je n'ai jamais reçu une enveloppe du comité central pour faire une collation. Je m'organise avec mes camarades sur mon territoire et on peut servir un verre à boire après avoir discuté, etc. Donc, cette réputation que vous nous collez, des gens qui vont chercher de l'argent à Yaoundé pour venir corrompre les populations, non. Ça ne se passe pas comme ça. Et les voitures de l'administration que nous voyons en campagne. Les personnes qui s'exposent à ce genre de comportement doivent pouvoir répondre de ces comportements parce que le président Paul Biya n'a jamais demandé à quelqu'un de prendre la voiture du parc administratif pour aller dans son bled battre campagne. Non. Quand vous le faites en prenant vos responsabilités et un beau jour, vous pouvez être questionné sur ce comportement et il va vous falloir répondre. Donc, il y a des petits dérapages, mais ce n'est pas l'essentiel du comportement d'un militant du RDPC. Mais est-ce que vous savez que... Non seulement ça déséquilibre. On dit qu'il ne dit rien consent. Ça veut dire que quand il ne dit rien, ça veut dire qu'il consent. Chez elle, quand elle bat campagne, quand elle a fini de parler, on applaudit, c'est bon. Donc, ça les affaiblit en quoi? Nos voitures ne vous affaiblissent pas. Vous avez les voix. Bon, pour faire plus sérieux, avec nos impôts, avec l'argent de nos impôts. Pour faire plus sérieux, je pense que la femme du RDPC joue un très grand rôle dans le RDPC. Et je pense que les hommes en sont conscients. Et aujourd'hui, tu as parlé du Bureau national. Oui, le Bureau national est une organisation fêtière, c'est-à-dire que c'est le toit, au sommet de l'organisation des femmes. Mais il y a le comité central, au sein duquel on trouve également des femmes. 11%, je vous l'accorde, c'est pas assez. Moi aussi, je pense qu'il y a des efforts à faire. Mais les femmes existent au sein du comité central. D'accord. Qu'elles existent, on dit qu'elles ont progressé. Non, au comité central. central. De faire le même exercice. Non, en général, c'est parce qu'elles ont travaillé pour être hissées à ce niveau-là. Pour apprécier. Il y a des personnes cooptées, mais vraiment, c'est également marginal. Parce qu'elles ont travaillé pour être hissées à ce niveau, ça devait être normal. Non, le comité central. Pourquoi pas? Mais attendez, vous connaissez le nombre de sections, n'est-ce pas? Il y a 360 sections RDPC. 360 OFRDPC, OJRDPC. Vous savez combien de personnes il y a dans un comité central? Donc forcément, c'est une promotion. Quand vous accédez au comité central... Non, je veux dire pour la femme, forcément. Parce que pour nous, ça devait être normal que la femme y soit dès le départ. Mais les femmes y sont. Les femmes sont non seulement au niveau du bureau national, mais également au niveau du parcours politique. Du comité Alors, central. essayons de refaire le même exercice pour interroger le rôle des femmes, leur appréciation, leur observation. Les questions sécuritaires, on en a certaines. Extrême nord, est, nord-ouest, sud-ouest. De ce point de vue, on voit beaucoup les hommes, évidemment, s'expliquer dessus. D'ailleurs, des hommes politiques. C'est vrai que Kawala également est dans cette bataille-là. De quoi? Elle parle beaucoup du nord-ouest et du sud-ouest. Elle parle. Elle en parle, oui. Je veux dire que... D'accord. Pour en parler, il faut pas... C'est pas compliqué. Hein. Bah, justement, c'est l'exercice auquel on va se soumettre. Essayez d'en parler, voir ce que vous en pensez. Et puis, éventuellement,
susciter des solutions ou alors mettre sur la table quelques propositions de solutions qui sait peut-être que les décideurs s'en inspirent. Chantal Kambiouan. Écoutez, si les hommes ont peur des femmes à des instances de prise de décision en ce qui concerne la politique, au moins sur le domaine de paix et sécurité, là, ils n'ont pas le choix. Elles sont plus armées que les hommes. Mais pourquoi pas? Puisqu'elles subissent le lourd tribut, elles ont des arguments et des méthodes pour ramener la paix. D'abord, la femme, par définition, est une mère. C'est une personne non violente, parce qu'elle éduque, elle élève. Chaque personne qui tombe dans toutes ces violences-là, la femme est interpellée. C'est un époux, c'est un fils, c'est une mère, c'est une sœur, etc. Nous devons savoir que la famille, c'est la plus petite cellule de la société. Et la maman est au milieu. Une mère connaîtra toujours si son mari est beaucoup, si son fils est ceci, ne suit pas. S'il a dormi à la maison, s'il n'a pas dormi à la maison, elle le saura. Elle connaît les stratégies. Vous avez même vu dans certains films où on a réussi à désarmer un criminel en lui faisant entendre juste la voix de sa mère. Ça devrait tout vous dire. Alors, lorsque les hommes veulent le pouvoir à tout prix et à n'importe quel prix, même au prix du sang, on se demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Combien y a-t-il de femmes dans toutes ces commissions pour les cesser le feu ou ramener la paix au Cameroun? On va toujours aller créer un petit mouvement. On a choisi des personnes qui vont dire ce qu'ils veulent entendre et mettre dedans. Mais nous voulons des solutions et des solutions durables. La femme a sa place. Nous mourons. Nous sommes violés. Les enfants violentés. Regardez même tout ce qu'il y a eu comme crime odieux. Ce sont les femmes qui ont subi cela. Vous le savez, on ne va pas rappeler tout ça. Vous avez vu nos enfants qu'on a assassinés à Kumba. Donc, sur ce point-là, nous ne devons pas tergiverser. Elles ne sont jamais là où les décisions d'aller acheter les armes et rentrer dans les forêts se prennent, mais elles subissent le lourd tribut. Je crois qu'il est question aujourd'hui. Parce que pour ceux qui vivent dans d'autres régions, on a toujours l'impression que c'est loin. Ah, c'est là-bas au nord. Oui, mais les Anglos, là, ils veulent même quoi? Parce que nous circulons ici, là, en toute liberté. Mais non, nous ne pouvons pas être en paix lorsqu'il y a déjà 3 régions, voire 4, parce que l'Est vient avec la République centrafricaine. Nous ne pouvons pas être en paix, ça nous dérange. D'accord. Ça nous dérange parce qu'on a des gens, lorsque vous appelez une camarade, moi par exemple, qui milite dans le SIF, qui a plein de camarades de parti dans ces zones-là, quand tu les appelles et qu'elles ne peuvent pas parler parce qu'elles te disent, on entend à travers le téléphone comment ça crépite. Comment les arbres crépitent. Mais on a honte, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Dès que tu sors de chez toi, tu vois la lumière, les gens qui dansent, qui s'amusent, tu es gêné. Comment peut-on être heureux tout seul? Hollande. Oui, je pense que la femme a sa place dans la résolution des conflits et notamment ce qui se passe au Cameroun. Je crois même que si dans ces différentes zones, si on a une certaine accalmie aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, les femmes ont dit, elles ont pris le taureau par les cornes et puis elles sont allées, parce qu'on a vu dans le nord-ouest, les femmes descendent dans les rues pour revendiquer la paix, bien évidemment. On a vu aussi du côté du sud-ouest aussi les femmes prendre leur courage pour dire que c'en était trop.
Peut-être il a fallu qu'il y ait une succession d'événements, mais toujours est-il que dès le début de cette crise, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu les femmes s'exprimer. Vous savez que les femmes généralement ont ce caractère affectif et elles sont beaucoup croyantes, elles vont beaucoup dans les églises. On a vu à travers le Cameroun des messes qui ont été célébrées, des prières qui ont été dites par les femmes pour que la paix revienne dans ces zones-là. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la femme n'a pas vraiment pris son rôle avec beaucoup de considération et qu'elle est allée peut-être de la manière qu'elle pouvait, parce qu'il faut aussi reconnaître que l'on ne peut avancer qu'avec les moyens qu'on a. La femme a donc utilisé les moyens qu'elle avait pour chercher à ce qu'on sorte de cette crise. On a toujours assisté lorsqu'on est en conflit, les femmes sont toujours des actrices, peut-être majeures ou bien mineures, mais les femmes sont toujours des actrices parce que même au niveau de on était en plein feu dans le nord avec Boko Haram, c'est généralement les femmes qu'on utilisait pour se faire exploser et donc elles ont toujours été au centre de la guerre lorsqu'il y a eu conflit ou lorsqu'il y a eu des exactions. Même dans le nord-ouest, on a vu des femmes qui ont été ramenées dans les brousses et qui ont été utilisées pour soit séduire l'autre camp, soit séduire au niveau de l'armée, soit séduire du côté des Amba, c'est-à-dire ceux-là qui ont pris les armes et qui ne devraient pas et qui se sont retrouvés dans la forêt. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la femme, aujourd'hui, avec toutes ces différentes tensions que nous avons, toutes ces zones fragilisées à cause de ces guerres-là, la femme a eu sa place, la femme a joué son rôle. Et je ne vais pas exagérer en disant que c'est grâce à la femme, c'est grâce lorsqu'on a vu les femmes se mettre en avant-garde que la guerre a commencé à cesser. Parce qu'avec ce qui s'est passé, les enfants qui ont été assassinés atrocement, on a vu où les femmes se mettaient carrément nues pour crier. Et je pense même qu'il y a eu un collectif au niveau dans le littoral où il y a des femmes qui ont mené un certain nombre d'activités qui peut-être qui n'avaient pas la même voix que celle des hommes. Parce que moi j'aurais bien été émue de voir qu'à la tête de la commission qui est chargée de ramener la paix dans ces régions-là, que ce soit une femme. Parce que je me dis que si c'était, ou bien que cette commission soit composée majoritairement de femmes, parce que la femme, avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elles ont déjà eu à faire, il fallait juste essayer de réconcilier un certain nombre de choses, ou bien essayer de concilier un certain nombre de choses pour qu'on ait une paix définitive. Parce que tout à l'heure, Madame Kambiwa l'a dit, excusez-moi, Madame Kambiwa l'a dit, les femmes ont joué le rôle, ou bien les femmes ont pris à un moment donné le rôle qu'elles avaient. C'est-à-dire que elles sont les mères, elles sont les fils, les sœurs, elles sont les enfants de ces hommes-là qui se retrouvent en brousse. Et elle a pris une image en disant qu'on a pu arrêter des personnes parce qu'ils ont écouté la voix de leur maman. Donc, je me dis qu'en utilisant les femmes pour cette sortie des crises, peut-être le Cameroun se serait resté juste dans les annales comme un mauvais souvenir. On serait sorti de cette crise de plus belle lurette. Jeanne Soga, femme et conflit. Elle va encore se fâcher. Non. Elle est pas fâchée du tout. Marie, je ne suis pas fâchée du tout. Non. Comment dire, j'écoute avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se dit.
Alors, j'ai 2 blessures. La guerre contre Boko Haram et le rôle joué par les femmes qui a été un rôle ambigu et mal interprété. Et puis les événements, la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Alors pourquoi ces 2 blessures principalement? Parce que moi je vous écoute et puis je me dis, alors soit vous n'avez pas suivi véritablement tout ce qui se passe en écoutant toutes les parties, soit c'est moi qui ai mal compris la chose. Je vais prendre l'exemple du nord-ouest et du sud-ouest. Ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest était d'abord animé par les femmes. Animé? Oui, bien sûr. Je vous ai inscrit sur une plateforme. Je pense que vous écoutez comme moi tous les audios qui passent. Qui anime? Au début, qui animait cette lutte armée? Qui appelait les enfants à rentrer dans les pousses, à rejoindre la lutte armée? Ce sont les femmes. Ce sont les mères, ce sont les sœurs, ce sont les tantes et les cousines. C'est elles qui l'ont fait. Peut-être que la majorité était de la diaspora, mais c'est la vérité, c'est elles qui appelaient. Les audios sont encore là, il y en a des milliers et des milliers. Et à l'époque, lorsque des voix comme la mienne disaient, mais écoutez, les femmes jouent quel rôle alors qu'elles doivent protéger les enfants? Quel rôle jouent-elles en les envoyant se faire tuer? Moi, je me souviens que les rares fois où vous avez bien voulu, Dipita, échanger avec moi là-dessus, vous trouviez que peut-être qu'il y avait une certaine légitimité à faire les choses. Mais je vous ai dit que mais il n'y a pas de légitimité à envoyer les enfants contre les balles. Parce que les balles ne pardonnent pas. Les femmes ont joué un rôle important. Très important là-dedans. Certaines, pour les écarter, je vais vous dire, pour les écarter des exactions qui ont été commises sur leurs instructions parce qu'elles étaient parmi les donneurs d'ordre, on a dû les piéger. C'est-à-dire que comme on savait que la drogue, par exemple, servait à financer, on va dire, l'achat des armes, on les a dénoncées pour qu'elles se fassent arrêter dans les pays étrangers et qu'elles soient en prison aujourd'hui dans l'incapacité d'agir. Parce qu'en prison, vous avez droit à un coup de fil par mois. Et vous ne pouvez pas vous servir de ce coup de fil-là pour appeler, pour passer des coups de fil. C'est pas comme ici, chez nous, les téléphones pilules dans les cellules, dans les prisons. C'est un combat qu'il a fallu mener d'abord pour annihiler les actions dévastatrices posées par les femmes. C'est vrai que des femmes sont entrées dans la lutte en disant, bon, puisque ce sont nos sœurs et nos mères qui sont là-dedans, nous allons rentrer contre elles et commencer à se battre. Donc les femmes ont eu un rôle ambigu dans cette crise-là. C'est la vérité. Les violences, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Chantal parce que elle a dit que les femmes paient le plus lourd tribut, mais dans tous les conflits. Parce que les hommes ont bien compris que pour déconstruire une société, il faut toucher à la femme. Si vous détruisez une mère, vous détruisez sa famille. Si vous violez une sœur, vous détruisez toute sa progéniture, vous arrêtez une vie. Parce que ça impacte sur tout le monde. Donc, le viol est aujourd'hui une arme de guerre. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les Amba Boys ont fait plus de mal avec le viol qu'avec les armes. Avec leurs fusils à pigeons. Ils ont fait plus de mal à la société. Avec leurs machettes, avec le viol, avec les marteaux, qu'avec des fusils à pompe. Et ils se sont attaqués à leur propre sœur, à leur propre mère. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous, une maman, vous appelez votre enfant à rejoindre la lutte armée, vous le faites. Vous vous dites que bon, c'est votre enfant, c'est vous qui l'avez accouché, c'est vous qui le mettez dans cette lutte armée parce que vous voulez l'indépendance ou je ne sais pas quoi encore. Ce que vous oubliez, c'est que en allant dans cette bourse-là, il attaque les sœurs et les mères des autres, qui en représailles viennent vous attaquer. C'est un cercle vicieux dans lequel vous rentrez. Donc, moi je dis,
mieux que ce que mes deux collègues politiques ont dit. Il faut travailler sur les femmes pour résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut travailler sur les femmes. Pour Elle n'a pas fini. Elle n'a pas terminé. pour la partie de l'extrême nord, le conflit contre Boko Haram, je dirais que les femmes qui ont été utilisées l'ont été parce que dans cette partie du Cameroun, dans la partie septentrionale en particulier, la femme est sous le joug de l'homme. Elle est formatée comme ça. On l'a élevée pour servir l'homme, parce que c'est lui qui lui dira ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire, sans compter que, évidemment, l'utilisation des stupéfiants a beaucoup participé à manipuler les enfants, parce que la plupart des personnes qui se sont fait exposer étaient des enfants. Mais ce ne sont pas les femmes qui ont aidé à résoudre le problème, parce que les femmes n'ont pas la parole dans cette partie-là. Et donc, de mon point de vue, les conflits, la résolution des conflits qui ont émergé au Cameroun va passer par des solutions spécifiques à chaque région. Parce que chaque région réagit à sa manière en tenant compte évidemment des coutumes, des traditions de l'endroit. Alors, je dois aussi réagir sur une chose, mettre à la tête du centre de démobilisation ou de l'organisation qui s'occupe de démobiliser, on va dire, les ambassonniers ou de récupérer ou de les encourager, les entretenir. Il y a des femmes qui font partie. Elles ne sont pas visibles. Je pense que stratégiquement, on a simplement voulu les protéger pour ne pas mettre en exergue leur présence, parce qu'on sait bien que dans le nord-ouest et le sud-ouest, elles sont des cibles potentielles. C'est elles qui se font enlever, c'est elles qui se font massacrer, donc on les protège, mais il y a des femmes dans les équipes pratiquement à tous les niveaux, tant au niveau des forces de sécurité qu'au niveau du personnel médical ou des psychologues. Il y a des femmes, elles sont très nombreuses, elles agissent du mieux qu'elles peuvent, et je pense que c'est bon de le faire. Moi, je voyais la chose organisée vraiment différemment. Je voyais la chose organisée différemment, pour ma part. Je suis de ceux qui pensent que on ne négocie pas avec les terroristes. Je suis désolée de le dire comme ça, peut-être que je choque. Moi, je suis une mère, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je suis une grand-mère, etc. Ça ne change rien au principe. Si mon fils est un terroriste, moi, je ne négocie pas avec lui, parce que le terroriste ne fonctionne pas comme vous et moi. Ce n'est pas une personne, on va dire, non, pas qu'elle n'ait pas réfléchi, mais qui ne réfléchit pas dans le sens de la construction, mais qui réfléchit dans le sens de la destruction. D'accord. Parce que tant qu'il n'a pas détruit, il ne va pas construire comme il voudra. Donc ce qui existe là, il faut l'annihiler pour que lui puisse bâtir ce que lui pense faire. Donc on ne négocie pas avec les terroristes. C'est difficile, c'est très difficile d'en arriver là, mais finalement on ne négociera pas. Moi je suis de ceux qui pensent que tant que le rapport de force n'est pas clairement établi en faveur de l'État du Cameroun, de l'armée du Cameroun, il faut le dire comme ça, on va toujours rester là avec des poches de résistance. Il va falloir que... À quel prix? Il va falloir que nous fassions ce qu'on doit faire et qu'on nous refuse de faire depuis 4 ans. C'est un... vous savez, moi je suis née avec l'indépendance. Moi je me souviens qu'il y a eu un village là-bas à l'extrême nord qui avait souvent refusé de faire je ne sais pas quoi. Le chef de l'État de l'époque, qui était Amadou Ahidjo, avait dit que bon, au soleil, au prochain coucher de soleil. On a fini. On n'a plus de coupeurs de route parce que ces gens-là faisaient exactement ça. C'est-à-dire qu'ils attaquaient les commerçants et les commerçantes, ils enlevaient des femmes, ils enlevaient des enfants, ils réduisaient à l'esclavage sexuel les petites filles. Ce qui, dans cette partie du Cameroun, dans le septentrion, réduire une petite fille à l'esclavage sexuel, je veux dire, c'est déshonorer la famille pour des siècles. Eh bien, il a circonscrit le truc. Voilà. Pour dire que... Et il a fait quoi? Soyons clairs. Mais tout le monde connaît cette histoire. Non, non. Il a rasé, Chantal, il a rasé ce village. Et donc, c'est ça votre solution pour le Ma solution est que nous devons arriver à faire
un maillage militaire, oui, à circonscrire les zones où ces gars sont. On peut pas résoudre la violence par la violence. Ah si, je suis désolée, il faut terroriser les terroristes. Parce que sinon, ils vont continuer. Mais la guerre de Boko Haram n'a rien à voir avec celle du nord-ouest et du sud-ouest. Celle du sud-ouest et du nord-ouest, à quelle Ça n'a différence? rien. Mais il y a une grande différence. Laquelle? Même à la base, même à l'origine, ce sont des frustrations. On n'est pas d'accord sur ce qui se passe là-bas, sur ce que les Abas font. Mais quitte à dire qu'il faut aller les raser. Mais ce sont les mais c'est très frustrations grave, qui ont conduit. venant d'une mère. Mais c'est très grave. Chantal, je ne vais pas accepter que vous me donniez des leçons de morale. Non, J'ai c'est dit pas qu'il ça. faut Comment vous pouvez circonscrire, demander qu'on aille il faut raser? aussi, oui, des bases, des camps, il faut les raser. Il faut raser des bases et des camps, il faut le faire. Parce qu'ils tuent, ils massacrent. Ils massacrent, ils tuent des femmes, des enfants. Ils le font tous les jours. Est-ce que vous savez qu'il y a des déplacés, des personnes, des civils dans ces camps, qui ont juste fui? Alors, en allant les raser... Fuis où? Pour aller rejoindre des camps civils? de Amba. Chantal, à qui vous parlez? Mais donc... Pour rejoindre des camps de quand tu n'as Amba, pas suivi les les réfugiés... Vous croyez que les déplacés sont où? à Douala, Yaoundé, Mais non, dans pas cette seulement. partie. D'autres ont fui en Mais Brousse. qu'ils viennent, qu'ils sortent de là, on leur demande de sortir, Oh là là. de rejoindre des camps dans les villes, de se mettre à l'abri. Assurez-vous au moins qu'ils soient sortis, qu'ils soient sortis, au lieu de donner comme solution. Le maillage Chantal, militaire, raser. le maillage militaire J'en termine. C'est un peu violent. Écoutez, moi je ne peux pas C'est un faire peu autrement. violent. Alors, je vais vous dire une terminez. chose. Je vais vous dire une chose, Chantal. Je vais vous rassurer sur ce que le maillage militaire est une organisation, est une stratégie militaire. Ce n'est pas des civils qui le font, ce sont des militaires. Et je pense qu'il va falloir en arriver là. Si nous ne le faisons pas, si nous continuons, ça va durer 30 ans. Et on aura 30 ans de personnes qui vont mourir. Mais je crois que le Cameroun même a vu que ce n'était pas une bonne solution, sinon il l'aurait déjà fait. D'accord, vous avez terminé? Ce n'est pas dans la nature de notre président. Hein. C'est ça le problème peut-être. Je dis, ils l'auront déjà Maëlys fait. Rose, Oui. sur la question sécuritaire, il est temps. Sur la question sécuritaire, il faut que nous ayons l'honnêteté, nous les femmes politiques, d'admettre que nous avons échoué. Nous n'avons pu rien faire du tout. Madame Kawala, qui est une personnalité politique que je respecte, jusqu'à présent, est restée sur le discours. Elle, comme les autres, Elle a souvent fait le terrain. oui, mais elle a fait le terrain pour quel résultat? On a tous rêvé à un moment donné d'une action commune des femmes politiques. On en avait parlé ici. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que nous n'avons pas pu. Eh bien, c'est pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu? Mais parce que nous avons des idéologies différentes. Les barrières. C'est ça. Et puis, ne faisons pas de l'angélisme. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que nous sommes des anges. Pourquoi je le dis? Je lisais un article sur lequel on essayait de démontrer que quand une femme dirige, elle n'est pas forcément plus gentille, plus humaniste qu'un homme. On a vu Golda Meir diriger. Moi, je pense qu'elle a dirigé comme un Israélite, point barre. Hein? On a vu Thatcher diriger. Je ne vois pas où était la différence avec un homme. On a vu Indira Gandhi diriger. Pareil. Donc, en réalité, ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que quand nous sommes en politique, nous sommes des anges. Non. Quand nous sommes en politique, nous sommes des femmes politiques et nous ressemblons beaucoup aux hommes politiques. Et c'est peut-être la raison pour laquelle notre action n'a pas pu prospérer. Et je me rappelle qu'on a vécu, toi et moi, quelque chose de bien précis. Après l'assassinat des enfants de Kumba, le gouverneur a organisé un culte d'action de grâce écuménique. Nous nous sommes toutes rendues là-bas. Et à un moment donné, il y a eu des femmes sympathisantes ou militantes du MRC qui sont arrivées. Elles se sont assises à même le sol devant nous. Et quand nous sommes descendus, nous sommes descendus pour aller faire les lamentations. J'ai eu l'idée très empathique d'aller vers elles et de leur tendre la main avec l'espoir de les ramener avec nous là où nous étions assises. Figurez-vous qu'elles ont refusé parce qu'elles étaient venues poser un acte politique. Elles n'étaient pas venues pleurer les enfants de Kumba. Donc il ne faut pas qu'on ait des amalgames de ce genre-là. Autant Madame Kambiwa était assise à côté de moi, pourtant elle est du SDF
et moi du RDPC, mais on pensait que la cause était suffisamment poignante et fédératrice pour que nous soyons ensemble pour faire ensemble. Elles sont pas sur le plateau pour expliquer leurs gestes. Donc, voilà, non, je racontais juste quelque chose, une histoire. C'était de l'histoire. Donc, en réalité... L'anecdote, c'est sa version. Comment? L'anecdote, c'est votre version. Les femmes du non, ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. C'est filmé, il y a des images, il y a... Voilà. Donc, maintenant, je vais continuer pour dire que, à mon humble avis, les femmes politiques devraient avoir toute l'honnêteté, à un moment donné, de se mettre sur la table, d'accepter que le Cameroun est un et indivisible, premièrement. Bon, il y en a qui veulent le fédéralisme, mais ça ne veut pas dire qu'on divise le Cameroun. Non, non. Donc, on est tous d'accord d'abord que le Cameroun est un et indivisible. Deuxièmement, nous devons tous être d'accord que les séparatistes sont des personnes qui ont agressé la République. Ce sont eux les agresseurs. Il ne faut pas qu'on fasse de confusion entre eux et l'armée nationale. Ça, je pense qu'il faut, cette honnêteté-là aussi doit être admise par tous. Maintenant, quand on est donc d'accord sur ce socle commun, à ce moment-là, nous demandons tous aux sécessionnistes de baisser les armes. Or, à chaque fois, on nous ramenait l'argument selon lequel non, ils ne sont pas sûrs, si, il faut que tout le monde dépose les armes au même moment. Non, moi je trouve que ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête de développer ce type d'argumentaire. Bon, moi je n'irai pas juste, Madame Soga, elle a eu sa méthode radicale, mais je te jure, Madame Kambiwa, qu'à un moment donné, il faut que nous ayons l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu une action malheureuse qui n'a pas été finalement, j'allais dire, grâce au tempérament et à la réserve et à la retenue du président Paul Biya, qui n'a pas donné le bain de sang que certains voulaient voir. Mais à un moment donné, donc, si nous pensons que nous sommes des femmes capables d'agir, de poser des actes, ayons l'honnêteté d'analyser froidement et de faire la part de responsabilité de chaque camp, et maintenant d'aller donc vers nos frères séparatistes pour leur dire que voilà, ça a duré le temps que ça a duré, ça a trop duré, maintenant, s'il vous plaît, baissez les armes et on va voir comment le processus va continuer. Il n'est pas tard, hein. Il n'est pas tard, nous pouvons toujours le faire puisque ces violences continuent. Et nous devons même le faire. Nous devons le faire et laisser tomber toutes ces barrières. D'accord. Question de sortie, en guise de conclusion de l'émission dans moins de 10 minutes, de 23 heures. On a fait l'état des lieux, on a essayé d'analyser, énumérer déjà le contexte socio-politique et d'ailleurs sécuritaire. On a essayé de faire un état des lieux, le rôle de la femme, son implication, son impact. On a donc pu arriver à la conclusion, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses d'autres à faire. Et la question donc de savoir que peuvent faire de plus les femmes pour, je disais à l'entrée, peut-être que cette guerre s'achève, que la situation socio-politique s'apaise davantage, que peut-être la situation économique s'améliore. Quel est le rôle, quel est l'apport supplémentaire, pour me redire, que la femme peut faire aujourd'hui pour que ce Cameroun retrouve des jours meilleurs? Chantal, je commence par vous. J'ai dit en guise de mot de la France. Je pars toujours sur le cadre institutionnel. D'accord. Le Cameroun a ratifié la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. D'accord. Nous sommes déjà sur le chemin du deuxième plan d'action. Mais même le premier plan d'action n'est pas connu. Le problème se trouve toujours au niveau de la mise en œuvre effective de toutes ces lois que nous adoptons. La femme a un rôle important à jouer. Tout à l'heure, Madame Soga disait qu'elles sont là, elles jouent quel rôle? Cette résolution vous dit spécifiquement comment ça doit se passer pour que l'action de la femme puisse contribuer à ramener la paix. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Rien que la vulgarisation de cette loi, de cette résolution est un problème. On a fini déjà le premier plan d'action, les gens ne savent même pas que ça existe. On veut déjà entamer le deuxième. Donc il y a déjà un travail à faire sur le terrain et le cadre
dont Marlise parlait tout à l'heure. Nous devons le faire pour justement utiliser ces instruments, aller de l'avant. Il y a des sociétés, des associations, des organisations de la société civile. Il y a WIF Cameroun qui travaillent au quotidien avec d'autres associations. Ça devrait être l'option paix et sécurité, devait être dans l'agenda de toutes les associations et même des partis politiques. En ce moment-là, nous, en tant que femmes, notre rôle est décrit dedans. Et rien que sur cette résolution-là, M. Dipita Tongo, il faut une émission. Parce que vous devez aussi nous aider dans ce sens-là. Parce que si les Camerounais et les Camerounaises ne connaissent même pas l'existence de cette résolution et son contenu, nous n'allons pas exercer notre pouvoir, notre rôle en tant que femmes pour amener la paix. Parce que ça ne se fait pas en désordre. Merci, il y a un cadre que le Cameroun reconnaît. Il faut vulgariser ce cadre pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à ramener la paix dans notre pays. Nous verrons mieux la possibilité de faire une émission là-dessus. S'il vous plaît. Marlise Rose. C'est dur d'être face à l'échec. C'est vraiment difficile d'être face à l'échec parce que les autres femmes nous regardent. Elles doivent se dire que bon, mais celle-là qui se targue d'être leader politique, etc. Mais où sont les actes? Où sont les actes qu'elle pose pour aller vers... Parce que donner des matelas à des déplacés ou des couvertures à des déplacés, oui, c'est une action, mais elle n'est pas significative pour qu'on arrive à dénouer certaines situations. Donc je pense que ça serait bien, cette vulgarisation. Deuxièmement, que les femmes soient injectées dans les différentes commissions qui sont constituées. Nous ne sommes pas un nombre suffisant dans ces commissions-là. Et vraiment, je n'ai pas mieux à dire pour l'instant. C'est quelque chose qui, oui, ça me crée une émotion. Jeanne Soga. Moi, je vais réduire les choses. Je veux dire que ça va faire 4 ans qu'on essaye d'expliquer à nos amis du SDF que l'armée ne va pas désarmer. Ne va pas déposer les armes en premier ou pendant. Ça ne va pas se faire parce que le Cameroun est un État, il y a une armée et elle doit jouer son rôle. Et la légitimité de la force appartient à l'État, fort malheureusement. Ça fait 4 ans qu'on essaie d'expliquer que les revendications corporatistes ont servi de prétexte. Chantal Kabiwa est là, elle sait, elle a des vidéos. Nous avons, dans les années 90, fait des réunions avec ceux qui sont ambazonniers aujourd'hui. Et ces réunions étaient présidées par les responsables du SDF. Moi, j'étais à cette réunion-là. Où ceux qui sont ambazonniers aujourd'hui, qui font l'activisme sur les réseaux sociaux, étaient déjà dans la logique séparatiste. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais on les a publiés, ça fait le tour des réseaux sociaux. On les a publiés, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Nous en avons dénoncé. Alors je dis, nous avons ces idées séparatistes, déjà en 97, existaient et elles existaient avant. Ce n'est pas, elles ne sont pas survenues comme, je veux dire, en 2016, par miracle en 2016, dans tous les cas. Elles se sont servies d'éléments déclencheurs. Et je pense que si on doit analyser froidement la situation, on va comprendre que on se sert des gens, on les instrumentalise pour leur faire des choses et puis par la suite, ça donne les dégâts que ça a donné. Ça fait 4 ans. Moi, je ne suis pas un membre du gouvernement, mais je regarde ce qui se passe, toutes les propositions qui ont été faites. Toutes n'ont pas été faites. Tout ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il a certainement manqué qu'on prenne des gens et qu'on leur donne chacun nos lits. Ça manquait. D'accord. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits dans le sens de l'accueil déjà des populations, parce que ça prouvait au moins que de ce côté du Cameroun, il n'y avait pas d'animosité, parce qu'on voulait faire croire à un moment donné à l'extérieur du pays qu'il y avait une sorte d'animosité entre les populations. C'est pas vrai. Les Camerounais n'ont pas de problème entre eux. Il y a des problèmes entre des personnes qui ont des velléités avec le sous-sol minier, sur le sous-sol minier, qui ont des prétentions, et puis le gouvernement en place qui défend ses intérêts. Donc, c'est ces guerres-là. Ce qui est terrible, et c'est pour ça que je redis ce que j'ai à dire, je vais le redire jusqu'à ce que je ne puisse plus le dire, tant que les civils sont pris en otage par les partis en présence, j'aurai un problème.
Et pour moi, pour le moment, je dis pour le moment, le gros des civils pris en otage l'est par les en bas. Je dis pour le moment, le gros des civils. Si on veut m'apporter la preuve ou si on peut apporter la preuve du contraire, je suis preneuse. Merci. Pour le moment, c'est cela. Si on ne se le dit pas, bon, on va épiloguer. Oui, oui. Ok, moi je dirais que c'est un problème politique. Et déjà les solutions sont connues. Et c'est là où je vais aussi m'aligner derrière Madame Soga en disant que dans cette guerre-là, il est inadmissible qu'on pense que l'armée doit déposer les armes. C'est ceux qui ont les armes qui ne devraient pas les prendre, qui doivent déposer. Là, il faut qu'on soit assez... l'État reste l'État. Et maintenant, les solutions ont tellement été émises. Il y a des... elles sont même connues. Je pense qu'il faut juste un geste de volonté pour les implémenter. Peut-être Madame Soga a été un peu plus... en ces termes, elle a été un peu plus dure. Mais il faudrait qu'on se dise quand même, il faudrait qu'on regarde la réalité en face. Que lorsqu'on veut sortir d'une crise, on n'a pas peur de casser les œufs. Il faudrait bien qu'on casse les œufs parce qu'il faudrait que définitivement qu'on sorte de cette crise. Et je voudrais encore insister en disant que peut-être les femmes qui sont dans ces commissions pour moi ne sont pas assez représentatives. Je ne sais pas le pourcentage, mais je pense qu'elles sont pas assez représentatives. Et là, mettre une femme à la tête d'une commission, moi je ne pense pas que ce sera un crime de lèse-majesté, encore que les femmes demandent même à être à ce niveau-là. Donc pourquoi ne pas permettre à ce que les femmes aussi puissent apporter leur touche à côté de tout ce qui a été proposé pour que l'on sorte définitivement de cette crise. Bon, voilà globalement ce que moi je vais dire en conclusion, en guise de mot de la fin. Merci à vous, honorable Goïssi, Chantal Kambiwa, Maëlys Rostongo-Doualabel et puis Jeanne Soga. Merci, mesdames, d'être venues ce soir porter la voix d'autres dames, qui c'est peut-être pour ajouter au débat ambiant, en espérant évidemment que ce qui a été dit ici ce soir pourrait inspirer, cette fois les hommes, pour décider. Bonsoir et à mardi prochain.